Le dessous des cartes va consacrer plusieurs numéros au continent africain. Alors ces numéros ne vont pas nécessairement se suivre comme une série, mais ils ont pour ambition tout au long de l'année de sortir des généralisations répétées, décennie après décennie, sur l'Afrique, pauvre, malade, en guerre, hors de la mondialisation, mais tout de même exotique, noire et touristique. Alors tous ces clichés, évidemment, finissent par rendre aveugle sur les évolutions de ce continent. Donc, premier chapitre de cette déconstruction, les cartes de base du continent. Contrairement à l'Europe ou à l'Asie, les contours du continent africain sont simples. Il est délimité par les océans Atlantique à l'ouest, océan Indien à l'est, la mer Méditerranée au nord, avec 3 points de passage plus étroits entre les masses continentales voisines, le détroit de Gibraltar entre Europe et Afrique, le canal de Suez, ouvert en 1869, et le détroit de Bab el-Mandeb entre Afrique et péninsule arabique. On peut donc parler d'une Afrique aux limites marquées. Sauf que cette vision purement géographique manque de nuances. L'Afrique s'articule à d'autres parties du monde en fonction de son histoire, des migrations anciennes ou de l'économie actuelle. La géographie physique seule n'autorise pas toutes les déductions. Par exemple, Maurice, Seychelles, Madagascar, proches de l'Afrique mais ouvrant sur l'océan Indien, sont autant asiatiques qu'africaines dans la composition de leur population. Pour Maurice, avec sa population indienne, chinoise, européenne, ses succès économiques, l'île est autant tournée vers l'Afrique que vers le reste du monde. L'Afrique du Sud est en Afrique australe, mais avec là aussi une économie très mondialisée. Donc parler de l'Afrique comme une unité, un bloc, est une absurdité méthodologique. Il faut toujours préciser quelle Afrique. Parce que d'abord, on a au moins 4 grands types de climats qui divisent ce continent, induisant évidemment des cultures, des comportements humains et économiques tout à fait différents. Climat et végétation méditerranéens que l'on trouve un peu sur les côtes d'Afrique du Nord et tout à fait au sud, dans la région du Cap, en Afrique du Sud, d'où l'agriculture liée à ce climat de type méditerranéen. Le plus grand désert au monde se trouve en Afrique, c'est le Sahara. Al-Sahara, cela veut dire désert en arabe, et il fait 5000 km d'est en ouest et 2000 km du nord au sud. Et si on y ajoute le désert de Namib, au sud, près de 30% de la superficie du continent est couverte par des zones désertiques ou semi-désertiques. On trouve ensuite un climat tropical sec qui donne de la steppe et des savanes, puis à mesure que l'on se rapproche de l'équateur, un climat tropical humide avec une grosse saison des pluies. Cette zone équatoriale est couverte de forêts denses, à l'exception de l'Afrique de l'Est qui est moins arrosée, ce qui fait que certains États très étendus du nord au sud, comme le Nigeria ou le Soudan, connaissent en fait plusieurs types de ces climats sur leur sol. Maintenant, regardons les peuples d'Afrique. Alors c'est impossible à cette échelle de placer tous les peuples vivant sur ce continent, mais schématiquement, on peut repérer les grandes aires ethno-linguistiques. On trouve d'abord la famille nigéro-congolaise, à l'ouest et au centre de l'Afrique. Les langues bantoues occupent tout le sud du continent, à l'exception des langues khoisan en Afrique du Sud-Ouest et des langues malayo-polynésiennes à Madagascar. Au nord et à l'est, on trouve les langues nilo-sahariennes et enfin, du Maghreb à la Corne de l'Afrique, les langues afro-asiatiques, avec notamment l'arabe, qui est présent depuis le 7e siècle, le berbère et les langues couchitiques à l'est. Soit au total quelques 1500 langues sur le continent et les îles adjacentes. Alors maintenant, comment se distribuent les principales influences religieuses? On a sur tout ce continent des croyances animistes avec tout le fond de culture et de pratique que cela suppose. Et l'animisme prévalait largement avant la pénétration de la chrétienté et celle de l'islam. La limite sud de l'islam majoritaire est à peu près la limite nord de la forêt équatoriale. Et si aujourd'hui les religions investissent un peu plus les pratiques sociales, on verra dans un autre dessous des cartes que les conflits qui existent ne sont pas sur des fondements religieux, mais ils sont liés à la conquête des pouvoirs. Bien, maintenant sur ce fond de géographie physique, géographie humaine et religieuse, posons ce qui vient bien plus tardivement, c'est-à-dire les frontières politiques actuelles.
Les frontières que vous voyez là n'ont pratiquement pas bougé depuis la fin de l'époque coloniale. Dans les années 60, quand les puissances européennes ont été chassées hors du continent par le mouvement de décolonisation, il avait été convenu que le principe de ce qu'on appelle uti possedertis serait appliqué, c'est-à-dire là où je suis, je reste. On ne change rien aux frontières, aux tracés définis entre les métropoles européennes lors du congrès de Berlin consacré à l'Afrique en 1884-85. Et lors du sommet de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, en 1964, est réaffirmé ce principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et de fait, peu de changements depuis presque 50 ans. Une nouvelle frontière a été tracée en 1993, lorsque l'Érythrée a fait sécession de l'Éthiopie. Une autre demeure contestée depuis 1975, c'est celle du Sahara occidental, qui est un territoire marocain pour Rabat, mais qui n'est pas attribué pour les Nations Unies et pour les Sahraouis. Or, ces découpages ont des conséquences économiques importantes. Le continent africain a un grand nombre d'États enclavés, ce qui implique des accords de passage, des investissements en infrastructures, des systèmes de taxation, ce qui demande des moyens de pression politique, d'autant plus que le continent est riche, et il est riche en matières premières. Voici sur cette carte les régions où se trouvent les mines d'uranium, le charbon, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphate, l'or, les principaux gisements de gaz naturel et surtout de pétrole. L'Afrique représente 12% de la production mondiale et possède 10% des réserves de pétrole mondiales prouvées, essentiellement dans le golfe de Guinée et en Libye. Alors on le sait maintenant, le continent africain attire à nouveau les investissements au XXIe siècle, mais c'est essentiellement pour des raisons d'exploitation minière et pétrolière. En fait, les rapports du continent avec le reste du monde sont d'une grande permanence. Pourvoyeur d'hommes, le continent est aussi pourvoyeur de matières premières. C'est la résultante de la colonisation, puis du rapport Nord-Sud. La structure des échanges, elle aussi, résume très bien la dissymétrie des relations économiques de l'Afrique avec le reste du monde. Les exportations se composent à 90% de produits primaires, comme le bois, les produits agricoles, les mines, tandis que les importations concernent surtout les produits manufacturés. Dans de prochains numéros, je me pencherai sur les relations interétatiques, sur les causes de conflits. Un dessous des cartes entier sera consacré à cette famine qui était parfaitement évitable et pourtant toujours présentée comme une insuffisance à la production au Niger. Et puis je vous expliquerai comment le continent renoue avec une croissance forte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quelques cartes de base? Eh bien, il ne faut pas avoir d'approche continentale. D'autant moins que sur place, la gestion est étatique, ou au mieux nationale, mais sûrement pas régionale, mutualisée. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour l'énergie, pour les compagnies aériennes, pour le pouvoir politique, évidemment. Alors pourquoi est-ce que nous, Européens, nous obstinons-nous à voir l'Afrique comme une? Eh bien, à cause de l'histoire. Avant, il fallait évangéliser, puis civiliser. Ensuite, il a fallu développer. Aujourd'hui, on veut aider, on veut protéger. Et finalement, l'homme blanc ne voit que ce qu'il sait. L'Afrique doit être pauvre, en guerre, affamée, noire, exotique. Et toutes ces représentations sont encore véhiculées aujourd'hui par nos catalogues touristiques.